C'est l'heure de l'information sur ESAE TV. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal dont voici le sommaire. Le ministre béninois de la Santé, Benjamin Humpati, a présenté les réalisations dans le secteur sanitaire au Bénin durant 8 années de gestion. Un bilan qui s'inscrit dans le cadre de la reddition de comptes que fait le gouvernement sur son programme d'action. Vous suivrez en début de cette édition le point des différentes réformes opérées dans le secteur de la santé. Le cadre de concertation des confessions religieuses CCCR a pris acte du retrait de l'Union islamique du Bénin UIB et de son président. À cet effet, le CCCR a sollicité une rencontre avec le bureau de l'UIB pour un règlement de situation. À suivre dans ce 19h, Michel Alokpo, secrétaire général du CCCR, qui évoque les probables raisons du retrait de l'UIB. Hors de nos frontières, en République démocratique du Congo, la situation reste tendue dans la province de l'Ituri après plusieurs affrontements intercommunautaires en début de semaine. Au moins 11 personnes sont décédées dans le territoire de Djougou dans des attaques lancées par des groupes armés. Des violences s'inscrivent dans le cycle de représailles entre communautés Emma et Landou. Des précisions dans un instant. Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpaka au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence a un nom. À nouveau, bonsoir. Merci de nous préférer pour vous informer. Depuis 2016, des réformes majeures ont été opérées pour corriger les anomalies telles que les grèves dans le secteur de la santé. Les hôpitaux fonctionnent mieux avec l'acquisition d'équipements matériels, techniques, autrefois vétustes pour assurer désormais une qualité de soins en constante amélioration à la population. Dans un entretien télévisé co-animé par les confrères Christian Ganjor de la Radio Nationale et Angèle Toboula de E-Télé, le ministre de la Santé Benjamin Humpati a exposé les différentes réformes opérées dans le secteur de la santé en 8 années de gestion. On le suit. En 2016, quand le gouvernement était venu en matière d'imagerie médicale, par exemple, il n'existait pas un seul appareil d'imagerie par raisonnement éthique. C'est un appareil qui est indispensable pour pouvoir faire un certain nombre de diagnostics. Et quand vous regardez également le parc de scanners, il y avait un scanner au CNHU qui était assez vétuste et qui ne pouvait faire que ce qu'il pouvait faire. Et c'est pour ça que le gouvernement a identifié très tôt le besoin de doter notre pays d'équipements de pointe en matière d'imagerie médicale. Ainsi, le CNHU-HKM a été doté d'un appareil d'imagerie par résonance magnétique de pointe d'une qualité vraiment assez prononcée. Et nous avons également mis en place au CNHU un scanner de haute performance. Il en est de même au niveau du centre hospitalier universitaire départemental du Borgou. Et là, actuellement, nous sommes en train déjà de mettre en place des scanners de même performance, de même qualité au niveau du CHD d'Abomey à Goho, au niveau du CHUD Ouémé à Porte-Novo et même un autre scanner au niveau du CNHU. Parce qu'il est évident aujourd'hui que pour les grandes structures, les grands hôpitaux, il nous est apparu nécessaire d'en mettre 2 pour faire en sorte que non seulement il y ait une célérité
dans l'offre de services, mais également en cas de panne, qu'on puisse pallier vraiment la coupure de l'offre de services. Donc autant de choses qui se font dans l'imagerie médicale. Les appareils de radiographie, on en a acheté beaucoup, qu'on a mis dans les structures sanitaires. Les équipements de laboratoire, plus de 500 échographes également ont été acquis, multiparamétriques ont été acquis, ont été mis en place au niveau des hôpitaux et des centres de santé. De même, la capacité d'accueil des structures sanitaires, notamment des hôpitaux, a été largement augmentée. Des lits adaptés pour certains services spécifiques ont été acquis et déployés, notamment les services de réanimation. Donc, autant d'investissements qui ont été faits en matière d'équipement au niveau de notre pays. L'exemple type, c'est à cause de l'IRM en fait, parce que les scanners que nous avons, les scanners peuvent faire même des scanners au niveau du cœur. Il y a des examens qu'on appelle coroscanners, par exemple, les scanners que nous avons acquis désormais, ça va jusqu'à faire cet examen. Donc au niveau des scanners, il n'y a pas de problème. Au niveau de l'IRM, il y a des équipements complémentaires qu'il faut acquérir pour pouvoir faire les IRM de toutes les parties du corps. Et c'est ces équipements qui sont en cours, justement, qui vont arriver dans quelques jours, qui vont nous permettre de faire en sorte que nos populations ne soient pas obligées encore, avec la présence d'une IRM sur le territoire national, de devoir se déplacer pour pouvoir faire ces examens spécifiques. Je prends l'exemple d'une IRM au niveau des épaules. Ce qu'il faut pour pouvoir le faire n'est pas encore disponible, mais c'est déjà en train d'arriver et c'est une question de jours. Tout le temps, et ce n'est pas seulement au Bénin, dans beaucoup de pays de la sous-région ouest africaine, les problématiques ne se posent pas sur les acquisitions des équipements. Ça se pose surtout sur le volet de la maintenance. Et vous pouvez être confronté au fait que des fois, des équipements sont achetés et un mois après, on vous dit qu'il y a une panne. Parfois, des pannes totalement, de petites pannes, mais que nos ingénieurs, nos techniciens n'arrivent pas à régler et après, il n'y a plus d'offres de services. Et c'est pour ça que le gouvernement a identifié cette problématique comme problématique majeure. Et nous l'avons adressée en créant une agence spécifique, l'Agence nationale de la maintenance hospitalière, qui est dimensionnée à souhait, qui est en train d'avoir les ressources humaines les plus adaptées, qui proviennent de partout dans le monde, et qui puisse justement faire en sorte que les questions de maintenance, aussi bien préventives que curatives lorsqu'il y a une panne, puissent être adressées en temps réel et sur toute l'étendue du territoire national. Donc aujourd'hui, nous pouvons être confortables pour nous dire, nous n'achetons pas des équipements qui du jour au lendemain vont tomber en panne sans que nous puissions pouvoir les réparer. Construire, réhabiliter et équiper les infrastructures de santé pour favoriser l'accessibilité à des soins de qualité. Le gouvernement a initié la construction du centre hospitalier international de Calavi-Chic, lequel centre a été achevé et sera mis en service d'ici la fin de l'année 2024. Dans le même temps, une attention particulière a été accordée aux hôpitaux et centres de santé existants dont la réhabilitation a été également lancée. Suivez à nouveau le ministre de la Santé Benjamin Rukwati dans cette capsule vidéo. Le Bénin est l'un des pays qui a le maillage le plus important en matière d'infrastructures sanitaires. Vous savez, chaque niveau de la pyramide sanitaire a un paquet de soins précis à donner et c'est en fonction de ça qu'on y met les équipements nécessaires. Mais au-delà de ça, avec le travail que la cellule de contrôle et d'inspection a à faire sur l'ensemble du territoire, nous avons commencé déjà à faire l'adressage des questions de salubrité. Et la deuxième chose, la question de l'élimination des déchets, parce que vous avez des trucs obsolètes qui sont là, qu'il faut éliminer. Et ça en comprend nous avons adressé ces questions-là. Mais aujourd'hui, le gouvernement a mis en place un programme pour faire en sorte que nous puissions soit réhabiliter ou reconstruire ces centres-là qui sont dans un état parfois pas du tout agréable à voir. Et justement, ce programme a commencé, comme vous avez pu le constater, lors des conseils des ministres de l'année 2023 et 2024, nous avons pu passer un certain nombre de communications qui ont annoncé les couleurs pour que le programme de réhabilitation démarre effectivement. Mais au-delà de ça, depuis 2016, il y a près d'une cinquantaine de structures sanitaires qui ont bénéficié de réhabilitation ou de reconstruction. Faites un tour au centre des Inviers. Pour ceux qui le connaissaient avant, allez voir un peu ce à quoi ça ressemble aujourd'hui. Allez à Adjaouédémé peut-être, ou bien dans d'autres localités,
Aujourd'hui, c'est le jour et la nuit. Vous avez des centres de santé qui étaient là, s'enfonçant dans le sol, même risquant de s'effondrer sur les agents. Nous avons pris à cœur ce problème et nous sommes en train de reconstruire systématiquement un bon nombre de ces centres actuellement. Donc, soyez rassurés, le visage des infrastructures sanitaires est en train de changer et va continuer à changer dans les mois et les années à venir. Mais au-delà de ça, nous avons lancé également la construction de plusieurs autres infrastructures. Je prends l'exemple de l'hôpital psychiatrique, du CHU psychiatrique qui est à Lada. Jamais de moi du Béninois, vous n'avez eu un hôpital de cette envergure-là au Bénin pour s'occuper de nos compatriotes qui souffrent de problèmes mentaux. Vous avez fait un tour à Diako, vous voyez l'état dans lequel Diako est. Le gouvernement a décidé de mettre en place quelque chose de solide pour faire en sorte que le Béninois qui tombe malade aille dans des structures qui dénotent de la qualité, de l'ambition que le gouvernement a aujourd'hui pour faire en sorte que chacun de nous ait accès à des soins de qualité. Soyez rassurés, centres de santé, hôpitaux de zone, centres hospitaliers départementaux et centres hospitaliers universitaires bénéficient tous d'une attention particulière. Mais on ne peut pas tout régler. Tout ce qu'il y a eu pendant ces soixantaines d'années, on ne peut pas tout régler d'un coup de baguette magique en quelques jours, en quelques mois, en quelques années. C'est progressivement que nous allons le faire et vraiment nous sommes à pied d'œuvre du gouvernement pour le faire. Le chic, c'est déjà une fierté. C'est une fierté. Quand on voit ça dans la chair de poule, on se dit, mais où est-ce qu'on est? Est-ce qu'on est vraiment au Bénin? On est ailleurs. Oui, je peux dire aux Béninois que nous sommes vraiment au Bénin. Et ça, je voudrais saluer le leadership du chef de l'État qui a vraiment souhaité et qui s'est engagé personnellement pour que nous puissions avoir ce joyau-là. On a la chair de poule quand on voit ça. Et je voudrais pouvoir dire aux Béninois également que d'ici la fin de cette année 2024, effectivement, le chic sera mis en service. Le temps de faire les réglages, de mettre les ressources humaines en place et on pourra effectivement démarrer l'offre des soins dans cet hôpital de référence qui n'est pas seulement pour les Béninois, mais également pour les autres populations de la sous-région et même au-delà de ça, dans le monde entier, parce que ce qui est dans le chic là, vous allez dans certains hôpitaux au niveau international, vous n'allez pas trouver ça. Le CNHU est toujours là. Nous avons ce qu'on appelle la pyramide sanitaire. Et cette pyramide sanitaire est organisée du niveau périphérique avec les centres de santé, les hôpitaux de zone qui sont les premiers niveaux de référence, les centres hospitaliers départementaux qui sont juste après ça, et puis les CHU, notamment le CNHU. Donc, au niveau du chic, ce n'est pas le tout venant qui va venir. Quand on respecte la pyramide sanitaire, c'est ceux qui ont besoin de soins spécifiques au niveau du chic, parce qu'ils ont dépassé les niveaux de compétences qui sont au niveau de ces structures qui vont y accéder suivant vraiment un circuit bien déterminé. Donc le CNHU sera là, va continuer à offrir les services également, et puis quand le plateau technique du CNHU sera dépassé, le chic sera sollicité. Avant, quand c'était dépassé, on prenait l'avion, on allait vers l'extérieur. Maintenant, c'est terminé. Au Bénin, la rentrée scolaire a démarré depuis quelques jours. De part et d'autre, de nombreuses dispositions sont prises par les parents et les enseignants pour une réussite de l'année scolaire. Suivez dans cet élément André Aléronou, psychologue clinicien, qui donne quelques conseils pouvant permettre d'accompagner la réussite des enfants. Il s'exprime au micro de Francis Olafarami et Nansirine Fatoumbi. Les dispositions à prendre, c'est d'intégrer l'enfant au centre du projet. Il faut que l'enfant prenne conscience que je veux commencer la rentrée cette année. Voici la date. Je veux aller dans tel établissement. Il faut qu'il le sache. Et que le parent, si c'est le parent qui a incité l'enfant, que le parent puisse expliquer à l'enfant pourquoi il voudrait qu'il continue l'école cette année. D'abord poser la question à l'enfant, est-ce que tu veux continuer? Même s'il a été le premier de sa classe, même s'il a été le dernier de sa classe, demandez-lui, tu veux continuer? Qu'il explique pourquoi. Et vous, si vous ne voulez pas qu'il continue, expliquez pourquoi et vous allez vous entendre. Mais si vous voulez qu'il continue, ne vous levez pas pour aller faire les achats, l'inscrire, sans prendre son avis. Demandez. Ceci étant, ça veut dire que au préalable, à la fin de l'année, vous avez fait un petit bilan avec l'enfant. Ce que souvent nous ne faisons pas. Donc, la préparation psychologique de l'enfant pour la rentrée scolaire, c'est de l'intégrer. S'asseoir avec son enfant, considérer que c'est une personne à part entière, quelle que soit la classe de l'enfant. Et là, j'insiste beaucoup, quelle que soit la classe de l'enfant. Même si c'est un enfant que vous voulez inscrire à la maternelle, dites-lui cette année, tu vas commencer l'école. Est-ce que tu veux y aller? Et présentez-lui les avantages. C'est une manière de motiver l'enfant à aller en classe.
Et je vais peut-être le deuxième aspect, comme je l'ai dit, matériel. Ça suit logiquement les premières dispositions. Parce que quand l'enfant est motivé pour aller à l'école, vous allez lui acheter ce dont il a besoin. Il vous dira pour aller à l'école, j'aurai besoin. En plus de la liste des fournitures. Donc avant d'y aller, il faudrait pas, consulter l'enfant. C'est vous qui avez l'argent, d'accord, mais expliquez à l'enfant ce que vous voulez acheter. S'il faut, faites-vous accompagner par lui. Qu'il fasse le choix de ses stylos, de ses cahiers, de son manuel. Qu'il fasse le choix, ne serait-ce que des couleurs. Ça aide. Et ça va le motiver. Tout ça concourt à sa motivation. Mais quand on parle de matériel, il y a aussi le cadre de l'école. Il y a le cadre d'études à la maison. Il y a le cadre, je vais dire cadre ici, les institutions qui entourent les parents d'élèves, les associations des parents d'élèves, les jeux qu'il aura. Tout ça là, ça concourt. Donc comment est-ce que vous préparez ça? Comment les autorités scolaires préparent le cadre? L'enfant va revenir dans quel type de classe? Voilà qu'il a fréquenté toute l'année passée dans une classe qui n'a pas de toit. Il n'a pas de banc. Son kaki s'est trouvé plusieurs fois à cause des pointes qui sortent de partout des bancs. Ces bancs-là ne sont pas réparés. Ça fait partie des motivations, des sources de démotivation. Ces bancs-là ne sont pas réparés. Il reprend la classe, il va revenir encore dans la même salle. Vous voulez qu'il donne un résultat, il ne pourra pas. Il ne pourra pas le donner. Donc, tout ça là, que l'État, par le biais des autorités, travaille, réfectionne les choses, travaille à améliorer ne serait-ce que le petit cadre là. S'il faille mettre les enfants à concours, pas comme on le fait, où on attend une semaine de la rentrée, on dit pré-rentrée, ils viennent débroussailler, balayer, laver. C'est pas de ça qu'il s'agit. Ça, c'est pas pour motiver l'enfant à réussir son année scolaire, à avoir envie de venir à l'école. C'est pas ça. Ça, c'est de l'exploitation de l'enfant, ça. Excusez-moi de dire les mots comme il le faut, parce que c'est pas à eux de venir le faire. Donc, quand l'État fait un peu, l'État, je veux dire les autorités, les institutions prennent un peu ces dispositions, il y a la phase de planification qui vient avant tout. Et la planification intègre le fait qu'il faudrait s'asseoir, faire le bilan et situer les responsabilités. Je l'annonce au sommaire de cette édition, le cadre de concertation des confessions religieuses CCCR a pris acte du retrait de l'Union islamique du Bénin UIB et de son président Imam Boukari Lemanou Idrissou. C'est à travers une lettre en date du 19 septembre 2024 que le CCR, le premier vice-président du CCCR, Kouchoro Balogun, a sollicité une rencontre avec le bureau de l'UIB. Invité sur l'émission Frimatin de ESAE Télévision, Michel Alokpo, secrétaire général du cadre de concertation, s'est prononcé sur les probables raisons du retrait de l'UIB. Il a été reçu par Abdelkader Hachimou. Comme tout Béninois, nous avons été surpris puisque l'UIB est membre fondateur du CCCR. Et nous avons travaillé pendant plusieurs années. Et nous n'avons jamais eu de problème. Et au sein du CCCR, nous avons coopéré ensemble avec son président, qui est aujourd'hui ex-président du CCCR. Un homme vraiment sympa. Vous parlez de quel imam déjà? Asif Fatou, qui a aussi déposé sa démission. Nous n'avons pas eu un seul problème avec lui. Il est très bon, ce monsieur. Très coopératif, humble, soumis aux décisions des membres du CCCR. Et quand nous avons scruté la lettre de l'UIB hier, nous n'avons pas trouvé une raison clair et sûr de leur retrait, parce que nous avons des statuts et règlements intérieurs qui régissent le CCCR, que l'UIB a validé avant de désigner ces deux représentants au sein de CCCR. Nous sommes une association commune. Nous aussi, nous avons nos valeurs, nous avons notre vocation, nous avons des objectifs précis.
au sein du CCCR, l'activité principale est d'opiner sur les situations sociopolitiques de notre pays, le Bénin. Et nous l'avions fait depuis plusieurs années. Après le départ du feu général Mathieu Kérékou, à toutes les élections, qu'elles soient législatives, présidentielles, nous appelons toujours les acteurs et surtout le pouvoir en place à organiser des élections libres, transparentes et crédibles. Et quand nous voyons qu'il y a des soucis au niveau des élections, puisque le CCCR a une voix prophétique, quand nous voyons le danger pointe à l'aurore, nous appelons les partis à mettre de l'eau dans leur vin. Nous travaillons pour la paix. Nous travaillons pour la coexistence pacifique des confessions religieuses. C'est pour ça que nous avons été surpris. Nous avons été désagréablement surpris. Il n'y a pas eu de prémisse de ce retrait. On n'a pas senti. Du tout, c'est 3 jours après notre sortie à Porte-Nouveau que la lettre de l'UB est parue. Et dites-vous quoi? Sur les réseaux sociaux. Je suis le secrétaire général du cadre de concertation de confession religieuse. Normalement, ce courrier doit parvenir au secrétariat, enregistré au secrétariat, mais on le balance sur les réseaux sociaux. On les balance sur les réseaux sociaux, c'est dangereux. Pour nous, on comprend qu'il y a une main qui est derrière ce retrait. C'est pas compréhensible. Restons toujours avec le secrétaire général du CCCR, Michel Alokpo, estime que ce retrait n'aura aucun impact sur le cadre de concertation des confessions religieuses. Suivez plutôt. Le retrait de l'UIB n'aura aucun impact sur le CCCR. Nous ne sommes pas à notre premier retrait parce que l'Église méthodiste, à un moment donné, elle-même s'est retirée. Elle a suspendu provisoirement. On parle de l'Union islamique du Bénin avec l'Église méthodiste. Oui, mais sur le plan de fidèles. On est les membres fondateurs. L'Église méthodiste, l'UIB, les endogènes, on est les membres fondateurs. Donc, l'Église méthodiste a dit qu'elle suspend sa participation provisoirement. Jusque-là, elle n'a pas dit qu'elle revient. Mais pourtant, nous avons continué nos activités. L'UIB, on était toujours ensemble parce que nous avons organisé un colloque sur la laïcité. Toute la communauté UIB était avec nous au CNCB. L'UIB, nous avons des cadres au sein de l'UIB qui faisaient partie du CCCR, des cadres qui réfléchissent bien avec nous sur le plan intellectuel. Sur le plan intellectuel, les cadres de l'UIB ont vraiment contribué sur certaines réflexions concernant la société béninoise. Et je pense que quand quelqu'un saute d'un navire, le navire continue tant qu'il y a un capitaine qui conduit le bateau. Le plus important pour nous, c'est la voix que porte le CCCR au sein de la nation. Nous allons toujours jouer notre rôle de conciliateur, de médiation, rôle de paix pour notre nation. Dans un autre registre, Dr Constant Vaudouret, président de l'association Doris, organisatrice du colloque de la drépanocytose, sur la drépanocytose, a rencontré la presse ce jeudi 19 septembre 2024 à Cotonou. À l'occasion, il a fait le point des préparatifs, lesquels préparatifs vous sont présentés ici au micro de Carles Kitomé. On couvre presque toute l'Afrique et une bonne partie de l'Europe, sans oublier les États-Unis, les Caraïbes, donc la Martinique, la Guadeloupe. Après, nous avons la Guyane qui sera présentée. On aura à peu près quand même 200 personnes qui viendront de l'extérieur. L'autre chose, c'est que la population, je n'ai pas parlé des patients. Il faut dire aussi que pendant ce congrès, nous aurons beaucoup de patients et de familles de patients qui viendront en fait profiter de l'expertise de différents médecins qui viennent d'ailleurs.
Et en même temps aussi, nous avons des patients qui viennent d'ailleurs et ça permet d'avoir une rencontre entre patients du Bénin et patients d'autres pays d'Afrique et d'Europe. Nous aurons des personnes qui viendront de tous des Caraïbes, de la Guyane, des États-Unis, de l'Inde, des pays d'Europe et des pays, presque tous les pays d'Afrique. Nous avons à ce jour, concernant les inscriptions, environ 22 nationalités différentes pour ce congrès. Il y aura la présence, bien sûr, de tous les experts africains, européens, surtout français. Nous aurons aussi médecins et chercheurs, nous aurons les associations. Nous avons le groupe des associations des pays francophones et des pays anglophones qui vont se réunir et faire un plaidoyer par rapport à la maladie. C'est un congrès qui est ouvert à tout le monde et sentez-vous libre de venir parce qu'avec cette maladie, on apprend toujours. Il n'y a pas que le médical, il y a aussi le social, il y a le mental, il y a beaucoup de choses qui concernent la vie humaine, tout simplement. Donc vous êtes invités à venir, vous ne serez pas perdus. Normalement, on aurait pu avoir des radios des zones rurales si on avait pu. Laboratoires, chercheurs, traitants, patients et pouvoirs publics sont attendus à Cotonou du 10 au 12 octobre prochain dans le but de soulager la souffrance des patients. Des clarifications toujours avec le docteur Constant Vaudouret, des propos recueillis par Carles Kitomé. On s'était rencontrés le 19 juin lors de la journée mondiale de la drépanocytose où on avait parlé de ce congrès. Et aujourd'hui, la communication a été faite en Conseil des ministres, donc ce qui montre que maintenant le congrès est vraiment lancé. Parce que nous avons à ce jour, la dernière partie à boucler, c'est le programme du congrès. Donc le conseil scientifique s'est réuni la semaine dernière, nous aurons la prochaine réunion le jeudi prochain. Ce congrès a été initié l'année dernière. Vous savez, comme j'ai dit, on organise chaque année un congrès international à Strasbourg. Il s'est fait que notre ministre de la Santé est intervenu pour l'ouverture du congrès à Strasbourg. Donc nous lui avons gentiment demandé s'il accepterait qu'on fasse un congrès à Cotonou. Donc sa réponse était positive. Donc du coup, le congrès a été lancé. Moi, je suis venu ici à Cotonou, j'ai été reçu en audience et puis on a mis des choses au point. Et donc l'implication du gouvernement, elle est entière, d'autant plus que ça se passe sous le haut patronat du ministère de la Santé. Et nous avons eu aussi maintenant la chance d'avoir comme partenaire officiel la Fondation Claudine Talon, qui s'est impliquée de manière conséquente. Après, il y a d'autres partenaires, le ministère qui vient après, l'OMS et bien sûr l'association Doris. Je dirais que ce sont des gros partenaires, mais nous avons aussi des industries pharmaceutiques qui seront présentes, donc des industries qui travaillent dans le domaine de la santé pour les nouveaux médicaments. Elles seront présentes et donc on va dire que ce sont nos partenaires en gros. Clap de fin ce jeudi sur l'atelier d'élaboration de l'argumentaire de plaidoyer national contre les violences basées sur le genre VBG au Bénin. Au terme de 4 jours de travaux, l'Alliance Droit et Santé ADS Bénin et les participants ont défini depuis Ouida les bases de la lutte contre le fléau. Le reportage, c'est avec Seton Delarios Adjagüeno. Hommes et femmes, filles et garçons martyrisés, des familles disloquées, des rêves brisés. Plus de 89 000 cas de violences basées sur le genre sont enregistrés au Bénin entre 2019 et 2023. Des chiffres issus de la base de données Sidorf NG qui préoccupent, interpellent et appellent à l'action.
sous la direction de l'Alliance Droit et Santé ADS Bénin et ATIS, et professionnels des médias et organisations de la société civile ont travaillé du 16 au 9 septembre 2024 à l'élaboration d'un argumentaire de plaidoyer national contre le fléau avec un point d'orgue sur les violences psychologiques, physiques et économiques. Les participants se sont rendus compte que la lutte contre ces différentes formes de violence revêt, en termes de défis, des enjeux de santé publique, de bien-être, de protection et de promotion économique des communautés. Plusieurs communications, notamment celle du directeur général de l'Observatoire de la famille, de la femme et de l'enfant Orphée, ont permis d'édifier les participants sur l'ampleur des VBG. Pour pouvoir faire un plaidoyer, pour développer des actions de lutte, pour une prise en charge holistique des violences basées sur le genre, il est important d'en connaître les différentes manifestations. Il est important d'avoir les données statistiques actuelles sur le phénomène afin de voir les axes de plaidoyer à développer pour agir sur le phénomène. L'argumentaire élaboré au cours de cet atelier entre dans le cadre d'un plaidoyer régional contre les VBG que va entreprendre l'ADS en vue de convaincre les chefs d'État et de gouvernement à prendre une décision au sommet de l'Union africaine en février 2025 pour une lutte efficace contre le phénomène. L'Alliance Droit et Santé, en collaboration avec ses alliés, initiera dans les semaines à venir une campagne nationale de plaidoyer contre les violences basées sur le genre pour une meilleure application des dispositifs législatifs à travers l'incitation à la prise du décret d'application de la loi 2012 sur les violences basées sur le genre par le gouvernement pour une prévention du phénomène et une prise en charge holistique des survivants et survivantes du phénomène. Notre plaidoyer insistera également sur l'impérieuse nécessité de réviser à la hausse le budget du ministère des Affaires sociales et de la microfinance qui représente actuellement moins de 1% du budget national. Les différents acteurs présents entendent mener la lutte contre les VBG aux côtés de l'ADS en s'appuyant chacun sur ses armes. C'est vraiment l'occasion d'être mieux informés, c'est l'occasion également pour nous d'avoir des éléments qui pourront nous aider à faire davantage de production dans notre rôle d'acteur de médias à travers notre mission d'information, de sensibilisation et d'éducation de la communauté. Et informer la communauté passe par plusieurs sortes de réalisations qu'on peut voir dans nos différents médias. La lutte ne sera pas seulement la lutte des guichets uniques de protection sociale ou bien de l'Institut national de la femme ou bien ministère de la famille, c'est chacun. Je lutte quotidiennement contre les VBG, ce qui m'emmène en fait à utiliser mon art, à faire des plaidoyers artistiques et à l'endroit des décideurs et bien d'autres. Donc après cet atelier, je vais non seulement continuer ma lutte, mais aussi impacter ma communauté autrement. Halte aux auteurs des violences basées sur le genre. La lutte contre le fléau s'annonce plus intense les prochains jours. L'Institut des artisans de justice et de paix Champ d'Oiseaux de Cotonou a organisé son dernier carrefour du jeudi, hier 19 septembre 2024. Au cœur des échanges entre les citoyens, la coopération internationale, un regard critique et éthique sur sa contribution au développement. Au terme des travaux, le père Arnaud-Éric Aguenounon, directeur de l'IAJP CO, a dressé un bilan annuel de l'Institut sur la thématique. Des propos recueillis par Aneldo. Cette année, l'IAJP a réfléchi sur la coopération internationale, les défis contemporains en Afrique. Thème général, premier trimestre, on a réfléchi sur la coopération sous-régionale et les problèmes du terrorisme et d'insécurité au Bénin. Second trimestre, l'économie mondiale et les défis de la coopération internationale dans les pays africains. Et maintenant, ce troisième trimestre qui s'achève, nous avons travaillé sur la coopération internationale, un regard critique et éthique sur sa contribution au développement, avec cette belle conclusion qui est la conférence du vice-doyen Hygiène Kakaï. Alors, je pense que à la fin de toute cette année de réflexion, nous devons continuer le travail.
et je vous propose de continuer le travail en tenant compte de 4 piliers. Le premier pilier, c'est l'endogénéité, les valeurs endogènes, partie des valeurs endogènes, que ce soit la langue, que ce soit la culture artistique, que ce soit la culture religieuse, que ce soit les mœurs ou la mentalité. Il faudrait que nous partions de tout cela. Et même les modèles architecturaux que nous avons. Deuxième pilier, l'unité africaine comme levier de développement. L'unité africaine comme levier de développement. Et non le panafricanisme qui risque de nous laisser à une étape d'effet de paille. Le panafricanisme, c'est parfois une idéologie qui nous laisse à une étape d'effet de paille. Le troisième pilier, c'est la coopération bénéfique et spécifique, porteuse de souveraineté renforcée. La coopération bénéfique et spécifique, porteuse de souveraineté renforcée. Ensuite, le renforcement systématique et sismique des rapports sud-sud. Le quatrième pilier, c'est d'éviter notre propre autoflagellation. Notre propre autoflagellation. Il faut plutôt privilégier la déconstruction des mentalités. Déconstruire les mentalités par l'éducation, par la connaissance, tout en s'ouvrant à l'universel. Tout le monde peut trouver la place pour un emploi. Donc nos frères de la diaspora peuvent participer à cette déconstruction et à ce travail-là, parce que le village aujourd'hui est un village planétaire. Cette édition se poursuit. Le divorce est la rupture officielle de mariage civil ou religieux liant précédemment 2 personnes ou plusieurs en cas de polygamie. Quelle en est la portée dans la religion musulmane et quelles sont ses conditions? Élément de réponse avec Bassirou Lassissi, islamologue et professeur de la langue arabe. Il s'exprime au micro de Francis Ola Farami et Nansirine Fatoumi. Le divorce en islam, c'est finalement une solution pour 2 unions qui finalement, leur union ne peut plus avoir un bon sens, ne cadre plus les lois de notre religion. L'islam nous a recommandé de se marier. Et le mariage en islam est une obligation ou du moins une adoration. Et cette adoration suit des conditions, des obligations, des piliers que chacun de ces 2 partenaires doivent respecter. Alors, s'il y a eu le mariage, après avoir rempli toutes les conditions, la vie doit être normale comme ça se doit. Mais il peut y avoir des contraintes. C'est que ils se sont mariés et voilà que les conditions ne les permettent plus de rester ensemble. Il y a des difficultés lorsqu'ils vont insister à rester ensemble. Rester ensemble, ça va causer des problèmes à l'autre. L'islam nous donne finalement une autre solution de se séparer. Prenons par exemple un cas plus simple. Ils se sont mariés alors que leur union ne va jamais donner un fruit. C'est-à-dire, peut-être, ils ne sont pas compatibles pour pouvoir donner des enfants. Mais on voit que si la femme laisse le monsieur et se marie peut-être à tel sang ou bien à telle situation biologique, elle pourra faire d'enfants ainsi que aussi le monsieur. Si elles ont choisi de rester comme ça, peut-être ça peut créer des problèmes à l'un ou l'autre,
ou bien l'homme peut-être finalement peut chercher autre solution ailleurs et que la femme ne pourra finalement pas le faire. Donc l'islam donne la paix ou bien la faveur à la femme de chercher à se remarier, tout d'abord à faire le divorce ici et à se remarier. Donc c'est une adoration que nous sommes finalement contraintes d'appliquer. Sinon, en réalité, le divorce n'est pas une chose qui est tellement aimée et tout le monde aussi essaie de l'éviter, mais qu'Allah nous préserve sur d'autres conditions ou bien situations que nous ne pouvons finalement pas maîtriser. Parlons société, les mœurs désignent des usages et les habitudes de vie au sein d'un groupe social. La chute des valeurs morales désigne donc le fait de bafouer ces mœurs, une situation que déplorent quelques citoyens rencontrés dans la ville de Cotonou. Suivez leurs propos au micro de Quentin Amonson. De nos jours, ça devient de n'importe quoi, où on se demande s'il n'y a plus de repères, si les enfants n'ont plus de repères, parce que dans toute chose, dans toute famille, il faut au moins prendre l'exemple de quelqu'un. Éducation, où est base, et là il faut c'est mon quand on dit. Raison pour laquelle, donc viens-nous là, mais viens-nous là dans le quand on botte en mais ton là non moyen, mais dans. C'est une mauvaise chose. Aujourd'hui, la dépravation des mœurs a atteint son paroxysme. Et le maigre mot a indexé, c'est l'éducation. Bon, ni le jeu que d'or, à quel niveau d'or, et non d'or, bah au Hounoukou, ou bien français que vous dites, non de moins que d'or. Nous sommes dans le monde du 21e siècle. Donc, 21e siècle, on va rien de Bissewa. Mais il y a un point où surtout, il y a tout un temps maintenant, il y a un Béninois, les télé, ton y en a d'autres. Nous vitez le lieu, vitez le. Et nous avons un moment de laisser. Ce n'est pas conseillé. Et nous avons le pôle. Et nous avons le maman. Nous avons Messi. Dès que la souffle est ici, nous avons ici. Il y a 2 minutes support. Il y a un gadji le et où amon nous bisedo. Il y a un gadji que gadji le soir amon nous bisedo. Papa c'est nous on a me vend. Il y a un gadji ba ya ba sakwa na yo ko do ya ba na lo yi ekpo. Certains parents voient et au lieu de corriger la chose, on laisse ses enfants sortir en ville. Nous sommes en Afrique sous les tropiques, en l'occurrence au Bénin. Nous avons une culture endogène, traditionnelle et ancestrale. On peut s'habiller chichement et s'habiller décemment. La première lutte qu'il faut quand on s'habille, c'est l'habillement de manière décente. Le ministère des Sous, surtout le ministère des Temps. Le ministère des Et aujourd'hui, c'est la déception de voir, même dans certaines institutions, qu'on exige des tenues où on dit que quand on a une secrétaire de direction, il faut qu'on s'habille élégamment ou de manière sexy. Mais ce n'est pas un défilé de mode, ni un concours de Miss. Quand on va travailler, il faut être dans des vêtements amples. Il faut que le corps aussi respire. Il faut que ce qu'on porte ne porte pas atteinte à la pudeur d'autrui. Mais ce n'est plus le cas aujourd'hui. Nos enfants font de n'importe quoi. Nos filles surtout, où c'est des habits sexy. Il faut montrer ses seins, sa fesse, ses jambes. Aujourd'hui, même des petites filles jusqu'aux vieilles mamans de 60 ans, c'est les collants qu'on voit apporter de longueur de journée dans la ville. Et si on a déjà les collants, c'est comme si on s'est bien habillé. Vous les voyez, les strings, les perles, les dessous des vêtements. À peine on s'affaisse, on porte des vêtements, on ne peut plus faire des mouvements. Comme s'ils ne savaient pas qu'ils devaient monter sur les motos. Monter sur les motos aujourd'hui, elles montent sur les motos comme sur un cheval. Et il faut garder maintenant le zémidiamant sur le cou ou sur les 2 épaules avant de grimper. En quoi tu as grandi? Si on peut, mais tu as tout remis, regarde on a donné bleu et moi on a du parce que hors de nos frontières en RDC, la situation reste tendue dans la province de l'Ituri après plusieurs affrontements intercommunautaires en début de cette semaine. Au moins 11 personnes sont décédées dans le territoire de Djougou dans des attaques lancées par des groupes
armée. Ces violences s'inscrivent dans un cycle de représailles entre communautés Emma et Landou. L'armée congolaise et les soldats de la mission des Nations Unies au Congo MONUSCO sont intervenus jeudi dernier pour prévenir une des attaques contre les sites de déplacés. Selon la MONUSCO, ces casques bleus ont été avertis jeudi matin, peu après 8 heures, d'une attaque sur le village de Nglé, situé à 1 kilomètre de 2 sites de déplacés. Avec les éléments de l'armée congolaise, les casques bleus sont intervenus et après des échanges de tirs, ont réussi à repousser les assaillants. Selon un acteur de la société civile, l'attaque sur le village a fait au moins 6 morts. Malgré la signature d'un accord en avril 2024, le cycle de violence a repris ces derniers jours entre les milices communautaires Emma et Landou. Cet accord prévoyait la mise en place d'un programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation. Voilà, chers internautes, c'est sur ces mots que prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité. Excellente soirée en compagnie de nos programmes sur EZL TV.